tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aïssata et je suis en PVT au Canada depuis bientôt 4 mois. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma recherche d'emploi au Canada, de toutes les étapes de ma recherche d'emploi et je vais terminer cette vidéo par un rapide retour d'expérience sur l'environnement de travail au Canada. Avant même de commencer votre recherche d'emploi, il y a deux choses très importantes qu'il va falloir que vous fassiez. La première chose, c'est vous renseigner sur votre profession au Canada. Je m'explique. Dans mon cas, en France, je travaillais comme actuaire dans une compagnie d'assurance. Je ne vais pas pouvoir vous donner une définition générique du métier d'actuaire, mais par exemple, historiquement, un actuaire, c'est la personne qui va s'occuper des études statistiques nécessaires pour tarifer un produit d'assurance, c'est-à-dire proposer un prix pour un produit d'assurance, un prix à la fois juste pour le client et un prix qui va permettre à l'assureur de faire de la marge. Et le provisionnement, ça va être faire en sorte que l'assureur puisse mettre assez d'argent de côté pour pouvoir honorer ses engagements futurs, c'est-à-dire quand vous aurez par exemple un sinistre. Mais le métier d'un actuaire ne se limite pas à ça. Il y a des actuaires qui font de l'ALM, de la gestion active-passif, il y a des actuaires qui font de l'inventaire, vous avez plein de choses, mais historiquement c'est ça. Pour exercer le métier d'actuaire en France, vous avez ceux qui font des formations qui sont reconnues par l'Institut des actuaires. Donc c'est l'Institut des actuaires qui va délivrer le titre d'actuaire. Donc quand vous sortez de ces formations et que vous faites votre soutenance, vous allez soutenir à la fois devant votre école et à la fois devant l'Institut des actuaires et eux vont décider est-ce que vous méritez d'avoir le titre d'actuaire ou pas. Et ensuite, vous avez d'autres formations, en général les formations de mathématiques appliquées, de statistiques, permettent aussi aux gens de pouvoir travailler en tant qu'actuaire sans avoir le titre d'actuaire. Donc en fait, en France, le fait de ne pas avoir le titre d'actuaire ne vous empêche pas de travailler en tant qu'actuaire. Après, il y a d'autres personnes qui, par exemple, commencent à travailler et quelques années après font de la formation continue pour obtenir le titre d'actuaire. Donc ça aussi, c'est possible en France. Mais donc ça, c'est le système en France. Et ensuite, vous avez le système au Canada. Donc au Canada, le système est un peu différent. Pour obtenir le titre d'actuaire, il y a l'Institut des actuaires canadiens ou l'Institut canadien des actuaires. Et donc qui délivre le titre d'actuaire au Canada. Je pense qu'il commence à y avoir aussi le système des formations reconnues au Canada, mais sinon, au Canada, avant, il fallait passer certains examens pour la Society of Actuaries, SOA, ou la Casualty Actuarial Society, la CAS, en fonction de si vous travaillez dans l'assurance vie ou dans l'assurance non-vie. Donc, vous avez ces deux organismes-là. Et je pense qu'il y a, pour les actuaires titrés, qui ont le titre d'actuaire en France, il y a peut-être des systèmes d'équivalence avec l'Institut des actuaires canadiens. Je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, je n'avais pas le titre d'actuaire en France déjà. Donc, au Canada, j'étais obligée de passer les examens d'actuariat si je voulais continuer à pratiquer, ou en tout cas à travailler dans le domaine de l'actuariat. Après, il y a des actuaires aussi, des gens qui font des formations d'actuariat au Canada qui ne travaillent pas en tant qu'actuaires, qui peuvent travailler en tant que statisticiens, qui peuvent occuper d'autres postes dans des compagnies d'assurance. Mais si vous voulez occuper des postes à responsabilité vraiment dans l'actuariat en tant qu'actuaire au Canada, il va falloir passer ces examens-là ou alors obtenir le titre de l'Institut canadien des actuaires. Donc, par rapport à ça, moi, je ne voulais pas passer spécialement ces examens d'actuaire. J'ai une amie avec qui j'ai fait ma licence de mathématiques appliquées ensemble. Donc, elle, après la licence, elle a décidé de venir au Canada pour faire sa maîtrise et moi, j'ai fait mon master en France. Donc, on a été diplômés à peu près au même moment en 2020, vers septembre, octobre 2020. Donc elle a commencé à passer les examens pour obtenir le titre d'actuaire au Canada. Elle est toujours en train de les passer. Donc ça fait déjà 4 ans. Elle n'a pas terminé de passer ses examens. Donc moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que si vous savez que l'actuariat, c'est le métier que vous allez faire pendant toute votre vie et que vous savez que c'est ça que vous voulez et rien d'autre, là, oui, vous pouvez passer ces examens-là. Mais si vous savez que vous n'allez pas faire ça pendant toute votre vie, pour moi, ça ne vaut pas le coup de s'engager dans ces examens-là parce que ça prend beaucoup de temps. Rien que pour passer un examen, il faut au moins 3 mois de préparation. Donc, 3 mois de préparation et ensuite vous passez l'examen. Et si vous le passez, il vous faut un petit moment de pause pour recommencer à préparer un autre examen. Donc, mon amie, en fait, elle fait ça pendant toute l'année. Elle passe un examen, elle se repose pendant quelques temps, elle recommence, elle se repose. Donc, c'est vraiment... Je dirais pas que ce sont des examens qui sont hyper durs. Si, quand même, un peu.
Bon, je ne les ai pas passés, donc je ne sais pas si c'est dur ou pas, mais ce sont par exemple des examens de probabilité, de maths financière, d'actuariat, de tout ça. Donc voilà. Donc moi, je sais que l'actuariat, c'est pas le métier que je veux faire pendant toute ma vie. Donc j'ai décidé de ne pas faire ces examens-là. Donc, en décidant de ne pas passer ces examens d'actuariat, je savais déjà que je n'aurais pas pu obtenir certains postes en actuariat donc au Canada. Et j'étais OK avec ça. Et le fait de m'être renseignée sur ma profession au Canada m'a permis d'orienter ma recherche d'emploi au Canada. Donc, je partais plus sur des postes en statistique, en analyse de données, tout ça. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est définir sa stratégie de recherche d'emploi. Je m'explique. Là, ça va être très important en fonction de où vous allez vous installer au Canada. Ça va dépendre de où vous allez vous installer au Canada. Est-ce que ça va être une province francophone ou anglophone? Où est-ce que vous en êtes avec votre anglais? Est-ce que votre niveau d'anglais est très bon ou pas? Quel genre de travail vous voulez? Est-ce que c'est un travail alimentaire que vous voulez? Par travail alimentaire, j'entends juste trouver un travail pour payer ses factures pour un début et ensuite chercher un travail dans votre domaine ou alors vous voulez d'emblée un travail dans votre domaine. Donc tout ça va être très important. Pourquoi tout ça va être très important? Parce que quand vous allez commencer à postuler pour des emplois, quand vous allez faire votre CV, un CV, par exemple, dans mon cas, si vous avez un master en statistique et que, par exemple, vous avez choisi pour un début de chercher un travail alimentaire, par exemple, pour pratiquer votre anglais, que ce soit un travail de serveur ou dans un call center ou autre chose, et que vous voulez d'abord améliorer votre anglais parce que vous vous installez dans une province anglophone, avant de chercher un travail dans votre domaine, le CV avec lequel vous allez appliquer pour des jobs alimentaires, vous n'allez pas écrire par exemple que vous savez coder en R ou en Python ou autre chose. Le recruteur ne va pas savoir de quoi vous parlez et ça ne va pas être pertinent pour ce travail-là. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de définir sa stratégie de recherche d'emploi et aussi ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller, de ne pas postuler à tout et n'importe quoi et de ne pas être perdu quand on va vous rappeler par exemple par rapport à des postes auxquels vous avez postulé, tout ça. Donc c'est très important de définir sa stratégie de recherche d'emploi. C'est ça qui va orienter votre recherche d'emploi. Donc, une fois que vous vous êtes bien renseigné sur votre métier au Canada et que vous avez bien défini votre stratégie de recherche d'emploi, vous allez commencer à faire un CV adapté à votre recherche d'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de CV pour un CV français et un CV canadien, ce ne sont pas les mêmes. En France, on a tendance à faire beaucoup de fantaisie dans nos CV, mettre beaucoup de couleurs, faire des CV en colonne. Au Canada, tout ça, ça n'existe pas. Il faut faire un CV simple, un CV basique. Rien de mieux qu'un CV Word, je vous dis vraiment. Vous faites en Word et après vous le convertissez en PDF si vous voulez. Sur votre CV, vous n'indiquez pas, vous ne mettez pas de photos, jamais. Vous n'indiquez pas est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme. Tout ce qui peut être discriminatoire, vous ne le mettez pas sur votre CV. Vous ne mettez pas votre âge, vous ne mettez pas votre adresse. Vous pouvez à la limite mettre la ville dans laquelle vous êtes et la province. Par exemple, Ottawa, Ontario, ou alors Montréal, Québec. Vous pouvez mettre ça sur votre CV, mais pas votre adresse. Et toutes ces informations-là, vous n'allez pas les mettre. Et les CV en colonne. C'est très important ce que je vais vous dire par rapport au CV en colonne. Faire par exemple une première colonne, vous mettez contact, loisirs, centre d'intérêt, tout ça. Et une deuxième partie de votre CV où vous allez mettre votre expérience professionnelle, votre formation, tout ça. Ça, ne le faites pas. Parce que si vous postulez pour des postes dans de grandes compagnies d'assurance, ça c'est valable que ce soit en France ou que ce soit au Canada. Vous avez des ATS en fait qui font des présélections de CV. Ils appellent ça l'Applicant Tracking System. Ce sont des algorithmes qui vont faire une présélection et contrairement aux idées reçues, les gens disent parfois oui, l'algorithme va sélectionner par rapport à certains mots-clés, par rapport à... C'est peut-être vrai, moi je ne sais pas si c'est les mots-clés, mais en général, ces algorithmes vont fonctionner comment? Ils vont lire votre CV, en fait, comme une personne va les lire. Et si vous avez deux blocs de CV, dans le premier bloc, vous avez contact, en gros, tout ce qui n'est pas important pour la présélection, et que l'algorithme, quand il va lire une ligne, après, il va revenir à la ligne. Donc, si vous faites un CV avec deux blocs et qu'il lit, et arrivé à la fin du premier bloc, il n'arrive plus à avancer. Et bien, tout ce qui est pertinent par rapport à votre expérience, vos tâches, tout ce que vous avez fait dans vos emplois, il ne va pas pouvoir les lire. Donc, il ne va pas pouvoir vous sélectionner. Donc, gros warning sur ça, évitez les CV en colonne. J'ai aussi entendu dire que les CV Canva passaient très mal les applicant tracking system. Donc, c'est peut-être possible. Moi, je ne sais pas, j'en ai pas la preuve. Mais faites un CV Word.
Vous avez aussi le compte Instagram d'Angelina que je vais vous mettre quelque part sur l'écran. C'est une pépite. Allez la suivre sur Instagram. Moi, j'avais participé à un bootcamp CV Impact qu'elle avait organisé. Ça m'avait permis de faire mon CV canadien. Donc, ça dépend. Si vous avez de l'argent à mettre sur ça, pour ces bootcamps, c'est payant, vous allez mettre de l'argent dans ça. Si vous ne voulez pas mettre de l'argent dans ça, rien que le fait de la suivre sur Instagram, vous allez avoir beaucoup de tips sur, elle partage régulièrement beaucoup de tips sur comment faire un CV canadien, comment négocier son salaire, comment, il y a beaucoup de, bref, je vais vous mettre son nom sur l'écran, vous allez aller regarder. Mais donc voilà, il faut faire un CV canadien. Donc tout ce qui peut être discriminatoire, vous ne mettez pas sur votre CV. Faites un CV simple Word. Ne faites pas de CV colonne. Pour ceux que ça intéresse, si jamais ça vous intéresse d'avoir un exemple de CV canadien, je vais vous mettre dans la barre d'inscription mon adresse email. Envoyez-moi un mail et je vais vous envoyer un exemple de CV. Quelqu'un m'a aidé à faire mon CV canadien, donc le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc si ça peut vous aider, j'ai aucun problème à faire avec ça. Donc mettez-moi un commentaire et envoyez-moi un mail et je vous envoie ça. Donc vous allez faire votre CV canadien. Une fois que vous aurez terminé votre CV canadien, vous allez commencer à postuler. Donc les plateformes que moi j'utilisais pour postuler, c'était principalement Indeed, Guichet Emploi et LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social qui est très utilisé au Canada et en Amérique du Nord de manière générale, donc ne négligez pas du tout LinkedIn. C'est très important. Et le réseautage sur LinkedIn, c'est aussi très important. Mais par contre, vraiment faites attention à comment vous utilisez LinkedIn. Pour moi, quand vous allez réseauter sur LinkedIn, ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier une entreprise pour laquelle vous voulez travailler, identifier les personnes qui travaillent dans cette entreprise et vous allez leur écrire. Mais pas dans une démarche de voilà mon CV, aide-moi, mais plutôt dans une démarche de j'arrive au Canada dans, je sais pas, dans 2-3 mois, je commence à travailler sur ma recherche d'emploi et j'aimerais échanger avec des personnes qui occupent des postes similaires aux miens dans votre entreprise pour essayer de comprendre quelle est la dynamique de l'entreprise, quel est votre ressenti par rapport à l'entreprise. En fait, vous allez venir vers eux pour vous renseigner sur leur travail. Vous allez leur poser des questions sur leur travail et vous allez engager l'échange. Et ces personnes-là, quand du coup il va y avoir un poste ouvert dans l'équipe, ces personnes-là vont penser spontanément à vous. Ils vont se dire, ah, il y a telle personne qui est venue échanger avec moi par rapport à ça. Donc, la personne pourrait peut-être être intéressée. Vous voyez un peu comment ça marche. En fait, c'est ça. C'est une fois que vous arrivez, vous engagez la conversation avec quelqu'un et direct vous demandez quelque chose à la personne, ça ne marche pas. Et ce n'est pas que pour les recherches d'emploi, c'est valable dans tout dans la vie. Vous n'allez pas débarquer chez quelqu'un que vous ne connaissez pas et demander quelque chose à cette personne. Pourquoi cette personne vous donnerait cette chose en fait? Vous voyez un peu ou pas? Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer des CV sur LinkedIn, qu'il ne faut pas postuler sur LinkedIn. C'est deux choses différentes. Je dis que réseauter et postuler, c'est deux choses différentes. Mais par contre, quand vous allez voir par exemple une offre d'emploi sur LinkedIn qui vous intéresse, moi, c'est comme ça que j'avais trouvé mon travail. J'ai vu une offre d'emploi qui m'intéressait, j'ai vu les tâches et tout, je me suis dit, ah, c'est une offre intéressante. Et j'ai postulé à l'offre. Quand l'offre a été publiée, j'ai postulé à l'offre. Et j'ai regardé sur LinkedIn, parfois vous avez le nom de la RH qui a publié l'offre d'emploi. J'ai vu le nom de la RH qui a publié l'offre d'emploi, j'ai vu qu'elle venait juste de faire justement un post par rapport à ça. Je lui ai envoyé un message personnalisé, j'ai dit, bonjour... Bonjour, j'ai vu votre offre d'emploi, ça m'a intéressé, j'ai postulé, je voulais échanger avec vous pour en savoir plus. Et donc, elle a répondu à mon message 2 minutes après. Elle a répondu à mon message. Donc, elle a répondu, c'était un vendredi, je me rappelle, c'était un vendredi. Je partais à Québec City, j'étais dans mon covoiturage, j'ai vu l'offre, j'avais mon ordinateur, j'ai postulé directement parce que j'avais mon CV de près, j'ai postulé, j'ai envoyé un message à la personne. La personne m'a répondu 2 minutes après. C'était un vendredi, je crois qu'il était 15h. Il était presque la fin de la journée. Elle m'a répondu, elle a dit, est-ce que vous êtes disponible pour un premier échange lundi? J'étais là, waouh! J'étais là, mais attends, lundi? Elle m'a dit, oui, lundi matin. Donc lundi matin, donc j'avais prévu de revenir justement à Ottawa le lundi et le créneau qu'elle m'avait proposé c'était justement l'heure à laquelle j'étais censée revenir, donc j'ai décalé mon covoiturage, j'étais chez mon ami donc je suis restée là-bas lundi matin, j'ai passé mon entretien et par contre quelque chose qui m'a beaucoup plu, dans l'offre d'emploi c'était écrit Bilingual Data Specialist.
Je ne suis pas complètement bilingue, mais ça ne m'a pas empêché de postuler. Et donc j'ai postulé et quand on a commencé l'échange, donc l'entretien lundi matin, la première chose qu'elle m'a dit, ah, vous avez dû remarquer que pour le poste et tout, c'était écrit qu'on cherchait quelqu'un de bilingue. Donc je vais rapidement tester votre niveau d'anglais. Donc ça a commencé par ça, elle a testé mon niveau d'anglais, elle m'a répondu, ah, je constate que vous avez un niveau d'anglais intermédiaire. Nous, on cherche quelqu'un qui a plutôt un niveau d'anglais avancé. Donc, je ne sais pas si votre profil va passer auprès du gestionnaire, mais je ne vais pas vous mettre de bâton dans les roues. Donc, je propose qu'on laisse de côté le test d'anglais et qu'on poursuive avec le reste de l'entretien. On a poursuivi avec le reste de l'entretien. À la fin de l'entretien, elle m'a dit, si je devais retenir quelque chose de cet entretien et le dire au gestionnaire, qu'est-ce que vous aimeriez que je dise au gestionnaire vous concernant? Et donc, j'ai répondu en disant que je n'ai pas peur du fait que mon anglais n'est pas parfait et que je cherchais justement à améliorer mon anglais, que je n'aime pas les zones de confort. Justement, c'est pour sortir de ma zone de confort que je suis au Canada. C'est pour apprendre l'anglais que je suis au Canada et je me donnerai tous les moyens pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Donc mon entretien s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Ensuite, après ça, j'ai fait un test d'aptitude cognitive, j'ai fait un test Excel VBA, j'ai eu un entretien avec les deux gestionnaires et j'ai eu un autre entretien avec la N+2. Quelque chose de très courant ici, c'est que vous pouvez facilement passer 4 à 5 entretiens pour le même poste. Et c'est très courant. Et j'entends beaucoup de personnes dire ça. J'entends beaucoup de personnes dire ça, donc c'est très courant. Préparez-vous à ça. Donc je vais terminer cette vidéo par vous parler de mon ressenti par rapport à l'environnement de travail au Canada et ce que j'ai pu connaître en France. L'idée, ce n'est pas du tout de dire le Canada c'est top, la France c'est pas top, la France c'est top, le Canada c'est pas top. C'est pas le but de ce retour d'expérience, c'est vraiment de vous dire comment je le ressens au Canada et comment je le ressentais en France. Et la première chose que je retiens, en tout cas la première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la bienveillance des gens dans l'environnement de travail. Donc par exemple, quand je suis arrivée, ça fait 2 mois que j'ai commencé à travailler, mais pendant tout le premier mois par exemple, il faut savoir que j'ai un shift de 7h30 dans la journée. J'ai un contrat de 37h30 que je dois faire par semaine. Donc ça revient à 7h30 dans la journée. Et en fait, les 7h30, les 30 minutes, c'est des pauses. Donc j'ai 15 minutes de pause le matin, 15 minutes de pause l'après-midi. Donc ça fait 7 heures de shift dans la journée. Et tu prends une pause déjeuner, tu prends soit 30 minutes, soit 1 heure, mais la pause déjeuner n'est pas payée. Donc voilà. Et moi, en fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai mal écouté ou est-ce que ma gestionnaire avait omis de me le dire, mais je ne savais pas qu'il y avait que je pouvais prendre 2 fois 15 minutes de pause dans la journée. Et donc un jour, je discute avec un de mes collègues qui m'aide à faire un travail. Il me dit, c'est bientôt l'heure de ma pause et tout, je vais prendre ma pause du matin. Et du coup, je lui dis, quelle pause du matin? Parce qu'il l'a dit en fait en mode, c'est normal. Et moi, je ne savais pas. Donc j'ai dit, mais je prends jamais de pause et tout, je ne savais pas. Et donc, il l'a dit à ma gestionnaire. Et ma gestionnaire est venue en catastrophe, qui m'a appelée, qui m'a dit « Oh, je suis désolée, j'ai oublié de te dire, je suis vraiment désolée. » Et elle m'a dit « Mais ça fait 1 mois que tu prends pas de pause et tout, je me sens tellement mal et tout. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Écoute, si tu veux, tu rattrapes toutes tes pauses de tout le mois écoulé. » Et je fais quoi? Elle me dit oui, si tu veux, tu rattrapes tout, si tu veux. Il y a 2 jours où si tu veux, au lieu de prendre 15 minutes, tu prends 30 minutes, tu rattrapes tes pauses. Je dis non, c'est pas nécessaire. En plus, honnêtement, pour le premier mois de travail, t'es pas hyper chargé parce que t'es encore en train d'apprendre en fait. Tu lis, tu apprends, donc t'es pas overbooké. Donc j'avais pas besoin de les rattraper, mais j'ai trouvé quand même que c'était quelque chose d'attentionné et je ne pense pas qu'en France, ma manager m'aurait dit de rattraper 1 mois de pause. Très honnêtement, je ne pense pas. Et quelque chose aussi que je souhaite évoquer, c'est les feedbacks. Ici, les feedbacks et en France, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, ce qu'on pourrait considérer comme par exemple juste faire son travail en France peut être considéré ici comme faire bien son travail en fait. Et ça m'est arrivé, ça fait que 2 mois que je suis là, ça m'est arrivé par exemple à un de mes collègues de me féliciter, de dire à ma manager voilà, j'ai travaillé avec elle pendant un moment, elle est toujours là, elle pose toujours des questions, elle est intéressée par ce qu'elle fait. Et dans une même après-midi, j'ai reçu 2 mails de félicitations.
Et c'est pas que je n'avais pas l'habitude, mais je ne pensais honnêtement pas que ce que j'ai fait méritait d'être félicité. Pour moi, dans ma tête, j'avais juste fait mon travail. Et c'est pareil en France. Et c'est ce qui est dommage parce qu'en France, tu as l'impression de travailler, travailler, travailler. Et tu n'as pas l'impression que tu sors du lot. Ou alors que tu fais bien ton travail parce qu'on ne te donne pas assez de feedback. Parfois c'est juste anodin. Hein. Parfois, c'est juste à la fin d'une réunion de dire ah, machin, je trouve que tu as bien présenté ton sujet, félicitations. C'est des petits trucs comme ça. Et quelque chose que je voulais aussi partager avec vous qui rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait que les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Le nombre d'entretiens que j'ai passé et à la fin de l'entretien, j'ai appelé ma soeur, je me dis oui, je pense que là, cette fois c'est bon, j'ai le taf. En fait, t'as jamais de retour. T'as jamais de retour. Tu passes l'entretien, tout se passe hyper bien. Les gens sont hyper bienveillants. Ils te disent ah, c'est intéressant tout ce que tu as fait. À la fin de l'entretien, toi-même, pour toi, c'est quasiment impossible de ne pas avoir le job. Et pourtant, tu ne l'as pas. Et parfois, tu n'as même pas de retour. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un point un peu négatif. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les informations que j'ai partagées avec vous vont vraiment vous aider dans votre recherche d'emploi. Et encore une fois, n'hésitez pas, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo mon adresse email. Si jamais vous voulez un exemple de CV canadien, envoyez-moi juste un mail, je vous l'envoie sans problème. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez partager aussi votre expérience dans le cadre de votre recherche d'emploi ou partager avec nous votre retour d'expérience sur l'environnement de travail au Canada versus l'environnement de travail en France, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.